château de Versailles nous propose, du 16 avril au 21 juillet, une exposition intitulée « Madame de Maintenon dans les allées du pouvoir ». Alors une exposition qui vient à point nommé puisque nous célébrons le 3e centenaire de la disparition cette année de la marquise de Maintenon, née Françoise d'Aubigné. Et il m'a paru intéressant de revenir sur cette figure marquante du grand siècle. Alors d'autant plus, Philippe, que Françoise d'Aubigné n'a pas eu des débuts faciles dans la vie. Non, on peut considérer que son parcours a été assez compliqué et en finale, elle aura réalisé une ascension sociale au sens général du terme tout à fait spectaculaire. En effet, elle naît en novembre 1635 à la prison de Niort. Elle est la petite fille du poète Agrippa d'Aubigné, un poète protestant qui a été un compagnon d'armes d'Henri IV. Elle est la 3e enfant de Constant d'Aubigné et de Jeanne de Cardillac. Elle a une grand-mère paternelle qui appartenait à une vieille famille de l'aristocratie poitevine, Suzanne de Lezay, mais c'est à la génération précédente surtout que les d'Aubigné se sont imposés. C'était des roturiers à l'origine, mais le service d'Henri IV, du roi de Navarre luttant pour le trône de France, leur a permis d'être intégrés à la noblesse. Les guerres de religion ont donc fait la fortune des d'Aubigné. Malheureusement, le père de Françoise, Constant, va largement la dilapider. En plus, il va avoir un parcours lui aussi assez singulier puisqu'il sera condamné à mort pour assassinat et brigandage à la faveur des guerres de religion. Il sera gracié sur intervention d'Agrippa d'Aubigné. En tout cas, en 1635, quand sa fille naît, il est en prison pour avoir fabriqué de la fausse monnaie dans les cachots donc de Niort. Mais il a connu auparavant les prisons de La Rochelle, d'Angers, de Bordeaux, de Poitiers même, où il a séduit Jeanne de Cardillac, la fille de son geôlier. Voilà donc l'origine de Françoise. Alors la petite Françoise va être mise en nourrice près de Niort, sous la garde de Madame de Villette, l'une de ses tantes paternelles. Et là, c'est une enfance assez difficile, puisqu'elle va rester 8 ans avec cette tante, sans revoir ses parents, et elle mène alors la vie d'une petite paysanne que l'on peint généralement comme s'occupant des dindons à la ferme. Donc nous sommes loin de celle qui sera plus tard l'épouse secrète du roi Louis XIV. En avril 1644, elle rejoint sa famille à La Rochelle. Pourquoi ? Parce que Mazarin est intervenu pour la libération de Constant, et celui-ci et son épouse partent pour les Antilles dans une expédition de 2 navires, l'Isabelle et la Tremblade. Il s'agit d'aller installer une colonie aux Antilles. Constant espère y faire fortune. Ils arrivent à la Guadeloupe, s'installent à la Marie-Galante, mais l'île est alors presque déserte et c'est un titre un peu ronflant de gouverneur de l'île qui est attribué à Constant d'Aubigné, mais une île encore une fois où la tentative de colonisation sera un échec complet. Madame d'Aubigné d'ailleurs se replie rapidement sur la Martinique avec ses enfants. Constant quant à lui rentre en France et va mourir à Orange en août 1647. Peu de temps après, Madame d'Aubigné va rentrer en France et là, elle va mettre Françoise en pension chez sa tante protestante Louise de Villette. Mais on enlève la garde de Françoise à cette tante sur une lettre de cachet car on veut lui assurer une éducation catholique. C'est une mère de sa marraine qui est intervenue dans ce sens et Françoise se retrouve donc en pension chez les Ursulines de Niort avant de venir à Paris chez les Ursulines de la rue Saint-Jacques. C'est là, alors qu'elle est une toute jeune fille, qu'indirectement elle va faire la connaissance de Paul Scarron, le maître du burlesque, l'auteur du roman
roman comique, hein, qui est un écrivain infirme, mais la petite orpheline, sans dot, que l'on surnomme la Belle Indienne, eh bien, elle entretient dès 1649 une correspondance avec lui alors qu'elle n'a que 14 ans, et finalement, elle l'épouse en 1652. Scarron a 42 ans, elle n'en a que 16. Selon Talleyrand des Réaux, toujours en mauvaise langue, elle aurait déclaré « J'ai mieux aimé l'épouser qu'épouser un couvent ». Toujours est-il que l'auteur du roman comique va apprécier sa jeune épouse, y sera très attaché. Elle est une excellente maîtresse de maison et surtout, alors que Scarron s'est fait remarquer pendant la Fronde par ses mazarinades, eh bien, elle va réunir autour de lui toute une société brillante dans le petit hôtel du Marais qui leur sert de domicile et qui va devenir un salon à la mode où l'on voit circuler Ménage, Saint-Amand, Pélisson, Scudéry, Ninon de l'Enclos, et puis de grands seigneurs comme Gramont ou Villarceau. C'est un petit monde au sein duquel Françoise brille. Elle est surnommée par ses amis Iris ou Lyriane. Tout cela s'inscrit dans le succès des salons précieux de l'époque à Paris. En 1660, Scarron meurt. Elle a, à l'époque, 24 ans et pas un sou. Plus tard, Saint-Simon, toujours cruel, dira qu'on la surnomme la veuve aumône. Elle n'a pas un sou, mais elle a conservé des relations. Alors, il faut certes vendre le mobilier pour payer les dettes de Scarron. Françoise prend pension au couvent de la Charité Notre-Dame, près de la place Royale. Heureusement, Anne d'Autriche, la reine-mère, lui fait verser une pension annuelle suffisante et elle trouve une place de dame d'honneur auprès de la princesse de Nemours. Fut-elle à l'époque, après avoir retrouvé son ami Ninon de l'Enclos, fut-elle à l'époque la maîtresse du marquis de Villarceau, peut-être du maréchal d'Albret, nul ne le sait. En tout cas, c'est à l'hôtel du maréchal d'Albret qu'elle fait la connaissance de Madame de Montespan, cousine du maréchal. Celle-ci songe à elle pour élever les enfants naturels qu'elle a eus du roi Louis XIV. Ces enfants naturels, dont deux, le duc du Maine, le comte de Toulouse, seront ensuite des bâtards légitimés. Elle s'installe avec les enfants de Madame de Montespan dans le village de Vaugirard, mais en 1673, quand survient la légitimation du duc du Maine et du comte de Toulouse, eh bien, elle va les suivre à la cour. C'est en 1674, à partir des recoupements que l'on fait dans sa correspondance, qu'elle serait devenue la maîtresse du roi, ce qui lui vaut un certain nombre de gratifications financières, lui permettant d'acheter à la fin de 1674 le château de Maintenon. Et le roi lui donnera le titre de marquise de Maintenon. Tout cela pour effacer le souvenir de Scarron, qui n'était pas évidemment un souvenir particulièrement reluisant. Alors, fin 1674, elle va refuser d'épouser le duc de Villars, que la Montespan voulait lui faire épouser, et de fait, elle est déjà donc très proche du roi. Madame de Sévigné parle d'elle comme de la première ou seconde amie du monarque. Nous sommes dans un contexte là un petit peu compliqué sur le plan sentimental pour Louis XIV. Il se fâche et se réconcilie régulièrement avec la Montespan. Il a une liaison à l'époque avec mademoiselle de Fontanges. En même temps, la liaison avec madame de Maintenon dure, relativement discrète d'ailleurs. C'est une surprise car elle n'a pas les appuis politiques ou les appuis familiaux qui pourraient justifier cette faveur royale. Mais l'affaire des poisons va accélérer les choses. L'affaire des poisons entraîne la disgrâce de la Montespan. Et si la marquise de Maintenon refuse en 1680 le titre de duchesse, elle n'en est pas moins maintenant la favorite préférée du souverain. Celle que ses adversaires surnomment d'ailleurs méchamment Madame de Maintenon. Sous-entendu, c'est une liaison qui ne va pas durer longtemps. En tout cas, elle se retrouve dame d'atour de la Dauphine et en 1681, son appartement est le plus proche de celui du roi à Versailles.
se sont entrefaites en juillet 1783. La mort de Marie-Thérèse, de la reine Marie-Thérèse, vient bouleverser évidemment les choses. Le roi, selon les chroniqueurs de l'époque, se console en quelques jours. Et en 1685, en octobre 1685, c'est le mariage secret avec Madame de Maintenon. Alors justement, on sait Madame de Maintenon très pieuse, elle influence Louis XIV dans ce domaine, mais peut-on penser qu'elle est à l'origine, ou tout au moins qu'elle a influencé le roi dans sa décision de révoquer l'édit de Nantes? Révoquer l'édit de Nantes en 1685, non. C'est une idée qui a été développée par des adversaires de Madame de Maintenon, la Palatine, hein, la femme du duc d'Orléans, le frère du roi. C'est une idée qui a été reprise par Saint-Simon, mais une trentaine d'années plus tard. De plus, au XVIIIe siècle, son premier biographe, La Baumelle, a fabriqué carrément des lettres, tout le monde le sait aujourd'hui, pour lui mettre sur le dos la responsabilité de cette révocation de l'édit de Nantes. Non, elle n'a pas joué de rôle particulier sur ce terrain précis. Hein. Mais dans le domaine politique oui, alors sur le plan religieux, encore quelques remarques. Sur le plan religieux, elle prend soin de ne pas déplaire au roi, dont elle connaît l'intention de révoquer l'édit de Nantes, mais elle marque toutefois une certaine distance et écrit qu'il ne faut pas pousser trop loin l'aversion pour la religion réformée. Elle est en plus prudente et discrète parce qu'elle a une origine familiale pour partie protestante. Hein, d'Aubigné, sa gloire est liée à son rôle auprès d'Henri IV durant les guerres de religion. En fait, on sait qu'elle était favorable à la liberté de conscience, mais pas à la liberté de culte. Elle restait donc prudente et craignait évidemment une éventuelle disgrâce pour cette raison. Sur le plan religieux, elle va être influencée par le quiétisme de Madame Guyon, ce qui va d'ailleurs susciter un certain courroux du roi, et pour cette raison, elle abandonnera Fénelon, qu'elle avait pourtant favorisé, qu'elle avait poussé pour le faire nommer précepteur du duc de Bourgogne. En fait, elle est très inquiète, encore une fois, des réactions du monarque et d'une éventuelle disgrâce si ces déclarations venaient à agacer Louis XIV. Elle sera hostile aux jansénistes, hein, notamment durant la période de la destruction de Port-Royal et puis de la bulle Unigenitus. Et puis, il faut savoir aussi que sur le plan politique, elle aura une influence somme toute limitée. Ce que l'on sait, c'est qu'elle est partisan de la lignée des Colbert, hein, qui ont une dynastie du ministre derrière le célèbre contrôleur général des finances. Elle est pour les Colbert plutôt contre les Letellier, donc contre la famille de Louvois. Elle poussera la carrière du maréchal de Villars, qui sera en 1712 le vainqueur de Denain. Hein. Et puis, on sait qu'en 1700, elle est extrêmement inquiète quand commence la guerre de succession d'Espagne. Hein, on se souvient des conditions de ce conflit. Le petit-fils de Louis XIV, le duc d'Anjou, qui est le petit-fils aussi de la reine Marie-Thérèse, va monter sur le trône d'Espagne après la mort de Charles II, le dernier des Habsbourg d'Espagne. Or, la réunion des deux couronnes française et espagnole est insupportable pour les grandes puissances européennes, l'Empire, l'Angleterre, entre autres, et la France se trouve confrontée à une coalition générale et à une guerre qui va durer 13 ans. Donc une affaire, on le voit, extrêmement compliquée, extrêmement inquiétante. Elle sera favorable à la paix. On le voit aussi dans sa correspondance avec la princesse des Ursins, qui se trouve être en quelque sorte un agent français auprès du roi d'Espagne Philippe V, le petit-fils donc de Louis XIV. C'est un point à l'évidence où elle appelle de ses voeux une solution pacifique, une solution négociée.
à la fin du règne, elle est plutôt hostile à Philippe d'Orléans, le neveu donc de Louis XIV, qui va être le régent. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle entend pousser le duc du Maine, le bâtard légitimé, l'aîné des bâtards légitimés du roi, dont elle a été la gouvernante. Et elle était très attachée à cet enfant, donc elle aurait plutôt tendance à défendre ses intérêts. Mais on le sait, le régent va faire casser le testament de Louis XIV par le Parlement et réussir à s'imposer dans les années qui suivent la mort du roi. Donc, Madame de Maintenon, contrairement à une image parfois répandue, ne fut pas véritablement une femme d'État. Ce ne fut pas non plus une abbesse universelle comme surnom qu'on lui a parfois donné, hein, parce qu'on l'a accusée d'avoir mis les teignoirs sur la cour de Versailles du fait d'une piété excessive. Alors il y a un domaine cependant où elle va laisser une trace importante. C'est l'éducation. Voilà, c'est le domaine de l'éducation. Alors d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'elle a un intérêt évident pour les enfants. Elle s'est beaucoup attachée aux enfants de Louis XIV et de Madame de Montespan. En 1682, elle a créé à Rueil une première institution scolaire. Et puis, elle va créer surtout, en juin 1686, la maison de Saint-Cyr, qui est destinée aux jeunes filles nobles et pauvres, hein, pour leur donner une éducation conséquente. Elle y consacre beaucoup de temps. Elle innove aussi en matière pédagogique. Elle associe à cette aventure-là les meilleurs esprits. On sait le rôle de Racine, dont les tragédies sont jouées par les pensionnaires de Saint-Cyr. En tout cas, une expérience parfaitement réussie qui lui a valu le surnom de première institutrice de France. Hein. Cela correspondait aussi chez elle à un intérêt évident pour le savoir, pour les débats intellectuels. Elle s'était rodée à tout cela, elle s'était frottée à tout cela dans le salon qu'elle avait réuni dans l'hôtel du Marais qu'elle occupait avec Scarron. Elle va mourir le 15 avril 1719. Hein. Elle s'est retirée à Saint-Cyr après la mort du roi à l'automne 1715. Elle va mourir donc un peu moins de 4 ans plus tard, à l'issue d'un parcours tout à fait étonnant. Une ascension sociale spectaculaire. On se souvient de la petite fille qui surveille les dindons à la campagne dans le Poitou, hein, de ce mariage avec Scarron, que de pas franchement un beau parti entre guillemets, cet écrivain infirme, hein, qui était une sorte d'histrion de l'époque, mais une qualité incontestable de solidité personnelle. Louis XIV la surnommait même notre solidité, hein, ce qui est tout un programme. Elle ne fut pas gouvernée par ses confesseurs, contrairement à la légende qui a été développée par la suite. Alors, légende qui doit beaucoup à Saint-Simon, hein, très mauvaise langue comme chacun sait, repris ensuite par Michelet au XIXe siècle. On préfère garder d'elle l'image d'une femme de caractère qui gouverna sa vie. C'est la belle formule qu'a retenue Françoise Chandernagor, qui dans son magnifique ouvrage L'Allée du Roi nous a raconté la biographie de Madame de Maintenon. Aujourd'hui, je vais revenir sur une affaire très connue que vous connaissez sans aucun doute, car en effet, de nombreux auteurs, scénaristes se sont emparés de cette histoire. Il y a eu des romans, des téléfilms, des films. Je sais, encore une fois, que la plupart d'entre vous en ont entendu parler. Il s'agit de l'histoire des crimes de Jack l'Éventreur. Pendant longtemps, les plus folles suppositions ont été faites sur l'identité du tueur qui n'a jamais été retrouvé. Et puis, coup de théâtre, 130 ans après, on a découvert enfin l'identité de Jack l'Éventreur grâce à la curiosité de 2 hommes et surtout grâce aux techniques modernes d'analyse de l'ADN.
Le nom de Jack l'Éventreur, Jack the Ripper en anglais, doit vous remémorer immédiatement la série de crimes horribles commis dans les ruelles sombres des bas quartiers londoniens à la fin du 19e. Vous imaginez le smog, ce fameux brouillard serpentant entre les murs gris et sales des bas-fonds de la capitale anglaise. Bref, un décor sordide et inquiétant. Eh bien, vous êtes tout à fait proche de la réalité, car l'Est de Londres en 1888, année des crimes de Jack l'Éventreur, est fait de quartiers pauvres où une population ouvrière ou de petits artisans s'entassent dans des conditions de vie misérables. En effet, malgré les années prospères de la période victorienne, la pauvreté demeure dans une partie de la population et même elle s'aggrave dans les années 1870. Cette pauvreté est aggravée par une crise du logement qui est liée non seulement à la spéculation immobilière, mais surtout à la surpopulation urbaine de cette zone de l'East End. Dans cette zone se concentre un mélange de misère sociale et de délinquance qui fait de ce quartier une zone abandonnée. C'est une espèce de ghetto économique et social où les gens vivent dans des taudis au milieu de la misère et de la violence. Dans l'East End, un quartier particulier, le quartier de Whitechapel, est habité en majorité par des Irlandais pauvres et à partir du 19e siècle par des Juifs ashkénazes venant de l'Europe de l'Est. La pauvreté est si grande que de nombreux asiles sont ouverts, des asiles pour nécessiteux. Il y en a plus de 200 dans cette partie de Londres pour que les pauvres puissent au moins être à l'abri pour la nuit. Ce sont des asiles payants. Mais il y a quand même l'Église et des philanthropes qui s'attachent à combattre la pauvreté. Et je vous dis ça parce que c'est en 1878, dans le quartier de Whitechapel, que fut fondée par un pasteur méthodiste, le pasteur William Booth, l'Armée du Salut. Évidemment, dans ces lieux de grande misère, la prostitution est pour les femmes le moyen le plus classique de survivre. Rien que dans Whitechapel, on compte à l'époque 1200 prostituées. Voici donc le décor qui voit entre la fin août et le mois de novembre 1888 5 prostituées être horriblement assassinées. Très vite, l'assassin est surnommé Jack l'Éventreur. Sa sinistre renommée va même traverser la Manche, arriver jusqu'en France et dans l'Europe entière. La presse va s'emparer de cette affaire. Cela commence par d'abord l'assassinat d'une prostituée de 42 ans, Mary-Ann Nichols, surnommée Polly, le 31 août 1888, un peu avant 4 heures du matin. Il fait sombre, le temps est froid et humide, la ruelle Bucks Row est déserte. Et c'est un passant qui découvre son cadavre, presque décapité, son abdomen mutilé. Peu après, le 8 septembre 1888, vers 6 heures du matin, dans une petite cour éclairée, un vieil homme remarque le corps d'une femme. Elle est éventrée. Comme la précédente, la victime est égorgée, presque décapitée et encore une fois mutilée. Je vous épargne les détails donnés par le médecin légiste, c'est tout à fait affreux et répugnant. Cette femme, c'est Annie Chapman, surnommée Annie la Sombre, une prostituée de 47 ans. Quelques semaines après, le 30 septembre 1888, à 1 heure du matin, dans l'obscurité, un travailleur qui rentre décèle une masse allongée dans la cour d'entrée d'un club, le Dustfields Yard. Le corps d'une femme gît à terre, ses vêtements sont recouverts de sang, elle est égorgée comme les 2 autres victimes, mais pas mutilée. L'assassin a dû être dérangé. C'est Elizabeth Stride, surnommée Longlise, 45 ans, une prostituée occasionnelle. Et ce qui va se passer ensuite, au moment où les inspecteurs sont en train d'enquêter, d'interroger le voisinage sur ce 3e meurtre, 45 minutes plus tard, ils découvrent le cadavre d'une 4e victime à quelques centaines de mètres de là, sur une grande place peu éclairée, située au centre de toutes ces petites rues étroites et des impasses. La victime a la gorge coupée. Le médecin légiste constate, entre autres horreurs, je vous ai dit encore une fois, je vous passe les détails, que le rein gauche a été prélevé avec soin. Cette victime, c'est Catherine Eddowes, surnommée Kate, 46 ans. Elle se prostitue occasionnellement. C'est la 4e victime. Le meurtre de la 5e victime va se produire un peu plus tard. Nous allons voir pourquoi. Et il va bouleverser particulièrement l'opinion en raison de la jeunesse de cette victime et de l'horreur du crime qui atteint là des sommets.
Nous sommes le 9 novembre 1888, c'est un jour de fête en Londres. Les rues il y a beaucoup de monde dans les rues, c'est très animé. Et un commerçant veut récupérer un arriéré de loyer auprès d'une de ses locataires et il s'inquiète de ne pas la voir. Il envoie un de ses commis qui, lui, allant chez la jeune fille, voit le corps de cette jeune fille allongé sur le lit. Le corps est en charpie. Comme les autres, elle a été égorgée et mutilée. Mais là, le tueur a eu tout son temps, comme il était à l'intérieur d'une chambre. Il ne craignait pas d'être dérangé. L'horreur de la scène de crime fera dire à l'un des policiers que ce ne pouvait être que l'œuvre du diable. Cette dernière victime officielle de Jack l'Éventreur s'appelle Mary Kelly. C'est une Irlandaise de 25 ans et elle aussi se prostituait occasionnellement pour survivre. C'est la dernière victime officielle de Jack l'Éventreur. Mais en fait, on pense que peut-être, mais ça n'a pas été prouvé, qu'il y avait une ou deux autres victimes durant l'année 89. Mais non, on n'en est pas sûr. En tout cas, à chaque fois, la victime est une femme pauvre qui se prostitue, ayant des épisodes alcooliques qui affaiblissent ses défenses. En résumé, elles étaient souvent ivres quand elles ont été attaquées et assassinées. À chaque fois, leur corps est découvert atrocement mutilé. Et ce qui terrifie particulièrement la population, c'est qu'aucun bruit, aucun cri n'a jamais été entendu. Scotland Yard désigne l'inspecteur principal Donald Swanson et surtout l'inspecteur Frederick Aberline qui a une grande expérience puisqu'il a 25 ans de carrière derrière lui et qu'il connaît très bien le quartier Whitechapel. Ces deux inspecteurs vont mener l'enquête. Plusieurs suspects sont arrêtés. Les inspecteurs ont plusieurs témoignages, des pistes, en tout une dizaine de suspects dont un suspect qui appartient à l'aristocratie, puisque c'est le prince Albert Victor, petit-fils de la reine Victoria, qui avait l'habitude d'aller traîner un peu, de s'encanailler dans le quartier de Whitechapel. Il y a aussi des médecins, il y a aussi le tuteur du prince Albert Victor, il y a un certain George Chapman, mais surtout un certain Aaron Kominski, barbier de son état, reconnu dans la rue en compagnie d'une de ses victimes juste avant l'assassinat de celle-ci. En outre, la police a recueilli d'autres témoignages dont la description du suspect correspond à Aaron Kominski. Les policiers l'ignorent, mais ils tiennent là le tueur. Mais pour le malheur des victimes suivantes, ils n'ont pas de preuves suffisantes et en plus, le principal témoin se rétracte. Pendant l'enquête, les policiers vont recevoir plusieurs lettres, pour la plupart fantaisistes, mais deux d'entre elles vont retenir leur attention. En particulier l'une d'elles contient le rein qui aurait été prélevé par le meurtrier sur le corps de la quatrième victime. Évidemment, les moyens de l'époque ne peuvent pas prouver que ce rein appartenait à Catherine. Ce qui est certain, c'est que ces meurtres ne peuvent être commis que par quelqu'un de très habile, qui sait bien manier le couteau, pour arriver à prélever aussi rapidement les organes et aussi soigneusement. Durant toute l'affaire, la rumeur va bon train. La presse, évidemment, je vous dis, s'en empare, fait monter la terreur. La psychose s'installe et les rues de Whitechapel deviennent désertes la nuit. Il y a des patrouilles de police, il y a même aussi la création d'une milice de commerçants par un certain Lusk, qui elle aussi patrouille la nuit. Et cela n'empêche pas l'importante communauté juive issue d'Europe centrale qui réside dans Whitechapel de pâtir des rumeurs, surtout après la découverte d'une inscription bizarre à quelques mètres de la quatrième victime, juste au-dessus d'un morceau de tablier de cette victime. Les Juifs sont les hommes qui ne seront pas accusés pour rien. On ne sut jamais si cette inscription a été écrite par le meurtrier ou non. Finalement, les meurtres s'arrêtèrent brutalement à la fin de 1888. La police est persuadée qu'elle avait affaire avec un psychopathe, un dément, comme on disait à l'époque, et que si les meurtres ont cessé, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose. Nous allons voir que la police avait encore une fois raison. Lorsque l'inspecteur Aberline prend sa retraite en 1892, le dossier est définitivement classé par Scotland Yard et le tueur n'a jamais été retrouvé jusqu'en 2014. Car l'affaire a rebondi donc 130 ans après. Tout commence lorsque Russell Edwards, un homme d'affaires britannique, décide en mars 2007 d'acheter le châle de l'avant-dernière victime de Jack l'Éventreur aux enchères. C'est en voulant s'assurer de l'authenticité de ce tissu qu'il se prend au jeu. Il va en plus recevoir une lettre de l'ancien propriétaire du châle, David Melville Hayes, qui lui assure que le châle est authentique. Melville Hayes lui raconte qu'il tenait cette étole d'un de ses aïeux,
officier de police chargé de l'affaire à l'époque, et que ce châle a été transmis dans la famille de génération en génération sans jamais être lavé. Ensuite, Russell Edwards a un entretien avec l'officier de Scotland Yard chargé du musée du crime de la vénérable institution. Cet officier lui affirme que les enquêteurs de l'époque ont toujours été convaincus de l'identité de Jack l'Éventreur. Ils pensaient tous voir en Aaron Kominski le coupable. Ensuite, l'homme Aaron Kominski a été enfermé pour démence quelque temps après les meurtres de Jack l'Éventreur. C'est pour ça peut-être que les meurtres ont cessé. Et il avait été enfermé parce qu'il avait attaqué sa sœur avec un couteau. Edward, avec tous ces indices, décide de contacter un des meilleurs criminologues experts en génétique qui découvre sur le châle des traces qui n'avaient jamais été identifiées. Mais évidemment, il arrive à prélever de l'ADN de ces traces, mais il lui faudrait pouvoir les comparer avec l'ADN du suspect principal. Et évidemment, la police, en 1888, ne faisait pas de prélèvement ADN. Alors les deux passionnés, Edward et Lou Allen, donc le criminologue, parviennent à retrouver une descendante de la sœur d'Aaron Kominski qui joue le jeu. Elle accepte de se faire prélever de l'ADN. Et en 2014, les tests ADN donnent une parfaite concordance. Ce sont bien les deux mêmes ADN. Le travail des scientifiques britanniques vient d'être publié dernièrement par la très sérieuse revue scientifique anglaise Journal of Forensic Sciences et accuse donc celui qui était déjà considéré comme le principal suspect, le barbier Aaron Kominski, âgé de 23 ans à l'époque des crimes, et qui finit par être interné en 1889 comme schizophrène paranoïaque. Voilà pourquoi les crimes de Jack l'Éventreur avaient cessé. Cet Aaron Kominski est mort interné en 1919 à l'asile. Pour terminer sur une note positive, paradoxalement, pour le quartier de East End et pour Whitechapel, ces crimes horribles ont finalement eu des conséquences positives. Sans le transformer radicalement, car East End resta longtemps encore un quartier malfamé et très pauvre, la ville de Londres fit installer des lampadaires qui éclairèrent les ruelles du quartier. Les taudis furent détruits à partir de 1889 pour être remplacés par des habitations plus décentes. Et comme l'explique Stéphane Bourgoin dans son livre « Le livre rouge de Jack l'Éventreur », les forfaits servirent de catalyseur pour unifier l'action des réformateurs de tous bords grâce à la pression de l'opinion publique horrifiée des descriptions contenues dans la presse sur la vie de Whitechapel. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Philippe Maxence, qui est le directeur d'une revue tout à fait intéressante qui s'intitule L'Homme Nouveau, que vous connaissez peut-être. C'est une revue qui a déjà une certaine histoire derrière elle, qui remonte à quel... À 1946. L'Homme Nouveau a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec quelques essais juste avant le déclenchement de la guerre en 1939. D'accord. Et l'une des figures de cette revue que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être, ce fut Marcel Clément. Absolument, Marcel Clément a illustré l'Homme Nouveau, si je puis dire, à peu près de 1962, où il est arrivé comme rédacteur en chef. Oui. Jusqu'à la fin des années 90 du XXe siècle, évidemment. Oui. L'Homme Nouveau a été créé en fait par un prêtre qui s'appelait le Père Filaire, qui était un animateur et un tribun, comme on n'en fait plus, hors pair, et qui est mort assez jeune en 1949. Et voilà, Marcel Clément a donné à ce journal toute son assise intellectuelle, et il l'a développé pendant les années 70. C'est un journal, une revue que l'on pourrait définir comme destinée à l'intelligentsia catholique ? Oui, alors d'abord c'est un journal, c'est la forme d'un journal encore aujourd'hui, donc c'est un format tabloïd, comme on dit dans le métier, qui paraît tous les 15 jours, ce qui est aussi une périodicité un peu particulière, qui permet d'être assez proche des événements tout en prenant un petit peu de recul, donc moins proche que l'hebdomadaire, évidemment que le quotidien, mais plus ancré directement que le mensuel. Effectivement, ce que nous proposons essentiellement, ce sont sur les grands thèmes d'actualité, ce qu'on appelle l'actualité un peu lourde, pas l'actualité chaude. Ce sont des analyses, et les analyses, nous les faisons à la lumière de l'enseignement de l'Église.
D'accord. Et alors, vous avez été, de fait, vous-même le successeur de Marcel Clément? Non, je n'ai pas été le successeur direct de Marcel Clément. Quand il est parti, il y a eu d'autres personnes qui ont pris en main l'Homme Nouveau. Moi, je suis arrivé à l'Homme Nouveau en 2001. Ah, 2001 déjà? Et depuis, j'y suis toujours. 2001, ça fait presque 20 ans, en fait. Presque 20 ans, absolument. Et actuellement, je me charge de faire monter une jeune équipe qui reprend un peu les destinées de ce journal pour lui donner capable d'assurer la continuité. D'assurer la continuité et d'être en prise avec les sujets d'aujourd'hui. Et cette jeune génération vous paraît à la fois suffisamment nombreuse et suffisamment talentueuse? Elle me paraît nombreuse, talentueuse. Enfin, si on fait un spectre plus large que juste l'équipe qui m'entoure. Mais oui, elle me semble d'abord très militante, talentueuse. Ils ont du talent, ces jeunes. Ils n'ont aucune crainte. Et ils sont, au moins pour ceux qui m'entourent, ils sont bien formés, donc on peut s'appuyer sur eux. Est-ce que l'on doit voir là l'écho du succès de la Manif pour tous? Ça rentre, évidemment. Tout ça était en ébullition un petit peu avant. La Manif pour tous a servi de révélateur, enfin, vous le savez aussi bien que moi d'ailleurs, pour permettre à cette génération de prendre acte dans les faits. Il y a un excellent livre qui vient de paraître à ce sujet de Yann Raison-du-Closiou sur une contre-révolution catholique, la Manif pour tous, et qui montre bien justement comment est née cette génération décomplexée qui s'affirme catholique au sens large du terme, qui se reconnaît en gros dans la civilisation chrétienne et qui entend, ce ne sont pas forcément des grenouilles de bénitier comme on disait autrefois, mais qui entendent défendre une vision de l'homme, une vision de la société, mise à mal à la fois par l'islam, on va peut-être en parler, et par un certain libéralisme et par les technologies modernes que nous annonce le transhumanisme. La modernité telle que ne l'aimait pas Bernanos. Exactement. D'ailleurs, Bernanos est l'une des grandes références de cette génération. Et alors, cette revue, ce journal, L'Homme Nouveau, publie des hors-séries. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité aujourd'hui. Alors, j'en citerai un pour commencer rapidement, parce qu'il est un petit peu plus ancien. C'est celui consacré à Alexandre Solzhenitsyn. En 2018, on a célébré le centenaire de sa naissance. Ça a été l'occasion d'une exposition, d'ailleurs, dont a rendu compte un ouvrage de Georges Niva paru aux éditions des Sirtes, qui a été le catalogue de l'exposition. Et vous nous avez donné un hors-série, un cahier que j'ai trouvé tout à fait remarquable, parce qu'il est à la fois très riche de contenu, en même temps très didactique, très pédagogique, pour des gens qui ne connaissent pas Solzhenitsyn, parce que bien sûr le nom du personnage est connu, mais pas forcément son itinéraire. Les gens n'ont pas forcément lu ses ouvrages, certainement pas tous ses ouvrages. Et là, nous avons une synthèse tout à fait remarquable, justement pour ces jeunes générations qu'on évoquait tout à l'heure. C'est une introduction excellente à Solzhenitsyn. Quel sentiment ou quel commentaire vous inspire le parcours de ce personnage exceptionnel du siècle passé? C'est une excellente question parce que Solzhenitsyn, pour moi, finalement, m'inspire la certitude que même si nous avons l'impression aujourd'hui, une impression largement partagée, je pense, que tout s'écroule, que tout va mal, il y a toujours un axe d'espérance qui perdure. Si on reprend la vie de Solzhenitsyn, qui naît en 1917, tout un symbole. Voilà, tout un symbole. Un monde s'écroule, qui va grandir comme un jeune communiste et qui va finalement parvenir à se détaché complètement du monde communiste dans lequel il est né et dans l'idéologie dans laquelle il a été instruit, dans laquelle il a grandi, qui va passer par le goulag, qui va guérir du cancer bien qu'il soit prisonnier. Voilà, alors c'est évidemment une stature exceptionnelle. Nous ne sommes pas tous des Solzhenitsyn, même si, comme il nous y invitait,
nous devrions tous être capables de toujours clamer la vérité et de ne pas transiger là-dessus. Ça, c'est aussi une leçon. Mais en tous les cas, ça montre que rien n'est perdu. Et en fait, Solzhenitsyn, aujourd'hui, nous l'honorons. Il est honoré aussi dans son pays. Le communisme, dans son pays, n'existe plus. Et ça, c'est un ferment d'espérance. Et je crois qu'il faut le garder en tête. Souvent, les Français, nous avons tendance à aimer célébrer les défaites, à aimer un peu le crépuscule et tout ce qui semble disparaître. Alors certes, il y a de la beauté dans les... si on pense à Cameron, si on pense à Dien Bien Phu, il y a des beautés dans l'héroïsme. Des beautés héroïques. Dans les beautés héroïques, mais voyons de temps en temps quelques victoires, quelques hommes qui nous portent vers la victoire. Et surtout, je pense que ce qui est assez fascinant pour les hommes d'aujourd'hui, les observateurs d'aujourd'hui, c'est cette capacité qu'a eu Solzhenitsyn à renouer le fil du temps, à se réconcilier là, on voit que vous êtes historien. La Russie dans sa longue durée. Et à renouer aussi avec le fil de la foi orthodoxe, ce qui l'amène d'ailleurs un petit peu contre toute attente. Il a déçu certains de ses turiféraires du début, à critiquer aussi l'Occident libéral, l'Occident marchand, qui s'abandonne au consumérisme hédoniste avec toutes les dérives, les dérives que l'on sait. Il est allé très loin dans ses critiques. Il y a effectivement ces critiques de l'Occident auquel qu'il a découvert quand il a été envoyé en exil. Il n'a pas demandé à partir de son pays. Il a été envoyé en exil parce que le gouvernement soviétique ne savait plus comment faire. Il a découvert un Occident absolument catastrophique, mais il est aussi remonté très loin dans les causes, parce que c'est un critique, on l'indique dans ce numéro, c'est un critique très fort des Lumières. Oui, tout à fait. Il s'est même payé le luxe, si vous me passez l'expression, de prononcer un discours à la fin de sa vie dans l'ambassade de France à Moscou, faisant une critique conjointe et du libéralisme et du communisme, enfin du socialisme, et montrant qu'elle trouvait le même axe d'origine dans les Lumières. Avec une critique du tsarisme dans la forme qu'il a pris à partir de Pierre le Grand, avec sa volonté modernisatrice et autoritaire, et avec une nostalgie de ce qu'avait été la Russie antérieure, la Russie des communautés naturelles, des communautés organiques, telle qu'elle avait existé jusqu'au XVIIe siècle. Hein. Il se pose ainsi comme héritier du courant slavophile. Alors comme héritier et comme continuateur. Et comme continuateur, qui lui donne une nouvelle actualité. Voilà, comment dans son petit essai Comment réaménager notre Russie, il s'inspire vraiment de toute cette tradition russe. Et ce qui est très important aussi, si je peux encore en dire un mot sur Solzhenitsyn, c'est qu'effectivement, il s'insère dans une histoire, mais aussi il s'insère dans une langue. C'est un défenseur de la langue russe. Il cherche à enrichir toujours, à mieux connaître le vocabulaire russe et à continuer, à lui permettre de continuer à exister. En l'enrichissant face à des nouveautés qui apparaissent. Mais c'est vraiment là aussi un véritable écrivain. C'est un très grand écrivain en fait. Solzhenitsyn, c'est pas simplement un résistant, c'est un résistant par l'écriture, mais c'est aussi un écrivain au sens plein du terme. Bien sûr. Alors, je recommande donc à nos téléspectateurs ce numéro hors série consacré à Solzhenitsyn. On peut se le procurer comment? Parce qu'il n'est plus disponible en kiosque, j'imagine. Non, il est disponible sur notre site internet. Donc tapez Homme Nouveau, tout simplement, et notre boutique vous guidera vers ce numéro. Alors, vous avez publié, ou vous venez de publier par ailleurs, il vient de sortir un numéro hors série également, intitulé « L'islam face au christianisme ». Alors là, nous sommes évidemment dans une actualité tout à fait brûlante. Tout à fait brûlante, oui, très chaude. Vous posez un certain nombre de questions au moment où l'Église officielle, il faut bien le dire, ne brille pas
pas par ses capacités de réaction face aux défis, aux défis du moment. Le mot est faible. Oui, le mot est faible. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Je rappelle là, le dernier élément d'actualité. L'imam de Séville vient de demander au roi d'Espagne de demander pardon pour la Reconquista. Ça vient de sortir. C'est tout un programme. Mais alors, ce qui est intéressant dans ce numéro hors-série, que je recommande vivement aussi à nos auditeurs, c'est que vous avez fait appel vraiment à ceux que l'on peut considérer aujourd'hui comme les meilleurs spécialistes en France de la question, c'est-à-dire Marie-Thérèse et Dominique Urvois. Hein. Marie-Thérèse Urvois qui analyse de manière approfondie le contenu du Coran depuis longtemps. Dominique Urvois qui est un grand spécialiste d'Al-Andalus. Je signale d'ailleurs au passage qu'au mois d'octobre prochain, ils seront présents au colloque qu'organise l'Association pour l'Histoire, consacré justement à Al-Andalus, du mythe à l'histoire. Alors, cet islam, il y a une première constatation que vous faites dans ce numéro, c'est le fait qu'il est très mal connu, si ce n'est dire à peu près inconnu des Européens et plus particulièrement des chrétiens qui ont tendance à voir dans l'islam. Des chrétiens. Oui, singulièrement des chrétiens qui ont tendance à voir dans l'islam une autre religion, mais qui fonctionne en gros selon, c'est un monothéisme, hein, qui fonctionne en gros selon les mêmes règles que le christianisme qui leur est familier. Hein. Après tout, on est dans les religions du livre. Et cet argument est régulièrement avancé pour légitimer en quelque sorte la présence de l'islam en Europe, l'islam présenté comme chacun sait comme religion de paix et d'amour, ce que l'on peut vérifier régulièrement à la lecture de l'actualité. Quelle est la raison en fait de cette ignorance et puis de cette ignorance un peu niaise à beaucoup d'égards et de cette ignorance dont on s'accommode finalement très bien en se contentant de quelques généralités sans contenu à propos de cette religion. Au risque de vous surprendre, mais ça me permettra d'expliquer un peu la genèse de ce hors-série. Numéro, oui. C'est justement parce que j'avais moi-même une idée assez vague, non pas niaise, Dieu m'en garde, mais vague de l'islam, que je me suis dit que je me suis tourné vers des spécialistes, parce qu'il me semblait que on voit bien ce qu'est l'islam grosso modo, mais pour comprendre vraiment l'islam, il faudrait pouvoir lire le Coran en arabe, avoir un regard historique. C'est pas vous historien qui allez me démentir un peu sur la longue durée. Et effectivement, j'ai constaté que, alors là, singulièrement chez les chrétiens, que à force de projeter l'idée que nous avons de ce qu'est une religion issu de 2000 ans de christianisme, qu'on soit chrétien, pratiquant ou héritier culturellement du christianisme, on a vaguement une idée d'une religion qui nous relie personnellement à Dieu, qui nous impose un certain nombre de règles morales et qui règle nos rapports dans la vie en laissant une marge ou du moins une certaine autonomie au temporel, même s'il y a eu dans l'histoire du christianisme là aussi des affrontements entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Mais voilà, on a une vision globale de ce qu'est la religion à partir de ce que nous connaissons. Du modèle familier. Après tout, c'est normal, on parle toujours de ce qu'on connaît. Et il me semblait que l'islam ne correspondait pas à ça, ne serait-ce que sur un point moi qui m'avait intéressé, que je connaissais un peu mieux, qu'il n'y a pas de distinction du temporel et du spirituel, et que cette confusion totale qu'on retrouve dans le communisme, mais inversée, Jules Monroe l'avait bien dit à l'époque. L'islam du XXe siècle, l'islam du XXe dans sa sociologie du communisme. Voilà,
l'islam du XXIe siècle et le communisme, enfin le communisme du XXe siècle, si on peut dire. Enfin voilà. Et donc, en demandant à des spécialistes qui connaissent bien l'islam, on a pu, j'espère, à travers ce numéro, bien déterminer ce que sont les choses. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que notre grille de lecture ne permet pas de comprendre, même, enfin de connaître et de comprendre ce qu'est l'islam. Il n'est même pas de s'opposer, en commençant par connaître et comprendre, et que cette notion, par exemple, que vous évoquiez tout à l'heure de religion du livre, elle nous vient justement de l'islam, et ça nous pose un problème. Le christianisme ne s'est jamais présenté comme une religion du livre. C'est la religion du Verbe incarné, qui n'est pas un livre, qui a ensuite permis l'existence de l'Évangile, etc. Mais ce qui est premier, c'est la parole de Dieu à travers un Dieu qui s'incarne. Après, on y croit pas, ça c'est une autre question. Sûr. Mais de ce fait, ça change complètement la logique et la donne. Oui, et puis alors une révélation coranique qui est considérée même par les musulmans comme un miracle en elle-même. Marie-Thérèse Urvoy et Dominique Urvoy ont consacré un ouvrage à cette question au miracle coranique. Hein. Alors un Coran de plus qui, si l'on considère les historiens de l'islam, a été constitué progressivement à partir de plusieurs strates sur plusieurs siècles. En gros, on n'a pas fait le travail qui a été fait à la fin du XIXe siècle par l'école biblique de Jérusalem. Où il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent. On n'est pas allé chercher. Mais c'est pas possible qu'il y ait un équivalent pour un musulman, puisque c'est Dieu qui a écrit c'est la parole de Dieu. C'est la parole sacrée. Même, c'est au-delà même du Coran, c'est toute l'histoire primitive de l'islam qu'il n'est pas possible de mettre en cause. Je pense aux travaux de Jacqueline Chahabi, par exemple, avec ses seigneurs des tribus, qui montrent ce qu'étaient les sociétés tribales à l'époque de Mahomet. Tout cela, c'est hors de question pour un fidèle musulman qui va s'en tenir à la sira, c'est-à-dire à l'histoire sacrée de Mahomet, telle qu'elle a été rédigée à l'époque du califat abbasside, donc plus d'un siècle après son existence. Donc on n'est pas dans le même registre. Il n'y a pas de regard critique qui est possible. Le christianisme, ou du moins le catholicisme, parce qu'après il faudrait distinguer, il y a peut-être certains fondamentalismes protestants qui prennent effectivement la Bible comme un tout intouchable, mais dès saint Thomas d'Aquin, par exemple, et même avant, on sait qu'il y a plusieurs sens de la lecture. Il y a un sens spirituel, le sens même des mots, enfin, etc. Ces distinctions, ces mots, ces approches différentes reconnues par l'Église n'existent pas dans l'islam, tout simplement. Et donc remettre en cause le Coran, ou sans le remettre en cause de manière négative, mais vouloir l'étudier, en savoir les origines, les strates, etc., c'est s'opposer à Dieu. De ce point de vue-là, il n'y a pas d'islam modéré ou critique qui peut exister, ou alors vous n'êtes plus un musulman. D'autant qu'il y a eu une fermeture, en quelque sorte, de l'interprétation qui est intervenue au lendemain de l'an 1000, en gros, après que se sont mises en place les différentes écoles juridiques et théologiques, malékites, hanéfites, chaféites, hanbalites, les écoles reconnues, en quelque sorte, qui ont fait que derrière, la réflexion, en quelque sorte théologique, s'est complètement figée, s'est complètement arrêtée dans l'islam. Absolument. Alors que cette réflexion, elle a duré, elle s'est peaufinée, elle s'est complétée régulièrement dans l'histoire du christianisme. Et elle continue d'ailleurs. Et elle continue, alors que ce que nous constatons aujourd'hui dans l'islam, et notamment dans tout ce qui participe
ce qu'on peut appeler le réveil islamique, le revival islamique depuis les années 1970, c'est la version la plus radicale qui s'exprime dans le wahhabisme saoudien, dans le salafisme, etc. C'est cette version la plus radicale qui est en pleine dynamique dans le monde musulman. Elle est d'autant plus en pleine dynamique qu'en face, nous sommes dans le doute absolu. Nous n'osons pas dire ce que nous sommes. Nous avons renié nos racines et notre identité. Et que ceux qui pourraient avoir un langage religieux à opposer à ce langage religieux, savoir le christianisme. Le christianisme et singulièrement le catholicisme est en crise forte qu'il n'arrive pas à régler. Il y a une crise d'identité aussi au sein de l'Église. Et tant que l'Église ne retrouvera pas ce qui fait son fondement et la force de sa foi, elle sera incapable de s'opposer à cet islam qui, lui, est conquérant démographiquement, militairement quand il faut, par le terrorisme, par les pressions morales, dont vous parliez il y a un instant. Enfin, sur tous les fronts, l'islam essaye d'avancer. Et on voit bien que le fait d'agiter l'épouvantail de l'islamophobie réalise une sorte d'effet de sidération qui empêche et interdit de fait toute réaction. Là, on est rentré dans une dialectique d'une force incroyable. La culpabilisation des Européens et des chrétiens, elle se pose comme totalement légitime et quasiment universelle. Elle s'exprime, elle se formule sur tout un tas de questions, mais évidemment, l'inverse est perçu comme une stigmatisation inacceptable. Si on a le malheur d'évoquer la traite musulmane, qui en matière d'esclavage a fait beaucoup plus de victimes que la traite atlantique, qui a été le fait pendant 3 siècles des Européens, entre autres. Oui, mais de fait, on assiste de la part des Européens, et là, toute pensée confondue, à une espèce de collaboration assumée, la plupart du temps, de cette protection de l'islam comme si ça ne représentait encore qu'une minorité et qu'il fallait les sauvegarder d'une pression extérieure, alors qu'on est dans un processus complètement inverse. Et cette collaboration est animée d'une telle haine de soi qu'on retrouve ces questions de crise d'identité, de négation des racines, et pour les chrétiens d'un manque de foi absolument radical et scandaleux. Et qui explique la situation dans laquelle on est. C'est pour ça il me paraissait assez important de donner la parole à des spécialistes pour nous dire, voilà, l'islam c'est ça, le christianisme c'est ça. C'est pas la même chose. Tout à fait, oui. Et si vous êtes chrétien, soyez fiers de votre foi. Mais je pense notamment à un article de votre hors-série consacré à l'Allemagne et à l'islam en Allemagne, parce que le cas est assez exemplaire du fait d'une importante minorité turque déjà installée depuis longtemps, et puis du fait de l'afflux migratoire organisé par Madame Merkel à la faveur de la crise du Proche-Orient, avec les brillants résultats que l'on sait. Alors je crois que c'est une analyse tout à fait intéressante et qui peut dessiller les yeux de certains par rapport aux défis que nous avons à affronter aujourd'hui. En tout cas, je redis tout l'intérêt que présente ce hors-série donc de la revue L'Homme Nouveau, avec un hommage à son directeur évidemment, non, mais pour commencer, Philippe Maxence, et puis j'allais le dire, j'allais les citer, Marie-Thérèse et Dominique Urvois, qui sont vraiment d'excellents spécialistes. On n'en a plus tellement en France. On a eu de grands islamisants comme Louis Massignon, par exemple, en son temps. Mais Marie-Thérèse Dominique Urvois accomplissent un travail tout à fait considérable pour expliquer ce qu'est en réalité cette religion musulmane qui nous lance aujourd'hui les défis que l'on sait.
Eh bien, merci beaucoup Philippe Maxence d'être venu nous voir. Donc je rappelle ces 2 hors-série de la revue L'Homme Nouveau, celui consacré à Solzhenitsyn, celui consacré à l'islam face au christianisme. Vous pouvez vous les procurer en accédant au site L'Homme Nouveau. C'est ce qui est le plus simple, effectivement. Merci infiniment. Merci.